Oh là là là, cette ponctualité. Cette ponctualité. Salut tout le monde. Super, hein. Et ça Oh, va Jean-Paul être ton Emploi. passage, tu me laisses tomber à la première Tu occasion. fais péter les Tu subs. pédales, va. Tu pédales absolument Merci, pas. mec. Et ça m'en fout. Voilà, j'ai malheureusement... J'ai pas mis le son dans le casque. Oh, Tiger Senpai, 2 ans. Voilà, Super, c'est hein. Et ça va déchaîné. être ton passage, Arvolt, tu me laisses tomber à qui la fait première péter des occasion. subs, Canadien Ferron, Tu ça. pédales, va. Tu pédales absolument pas et Attendez, c'est je- ma faute. Hop. Un jour, je vais avoir des problèmes avec cette alerte. Hein. Un jour, je vais avoir des problèmes avec cette alerte avec Chouan. Hein. Allez, allez, allez. Et je fais ça en début de stream. Merci de faire ça en début de stream. Et de pas m'interrompre plus tard. Comment vas-tu? Je pète toujours la forme, moi. Toujours. Bon. Le D520. Giro, 14 mois. C'est moi qui te remercie, mec. Ouais, le D520, je l'avais fait il y a très longtemps sur ma chaîne. Il y a peut-être 10 ans, sur l'ancien format de Warbird, où j'avais un micro de merde. Et c'est vrai que le format, moi, ne me convient plus trop aujourd'hui. J'ai refait des avions comme ça, hein. J'ai refait le 0 aussi. Donc là, aujourd'hui, c'est le D520 qui va passer à la poêle. Un avion... Il y a beaucoup de choses à dire sur l'avion. Hein. C'est un avion très particulier. Le remake, c'est le remake, hein, complètement. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur le D520. Attendez, j'ai même oublié de mettre mon petit artwork, qui est magnifique. Un très bel avion, le D520. Hop, il est beau, hein. Je sais pas s'il est connu ou pas, le D520. Je pense que oui. Généralement, si vous êtes là, c'est que vous le connaissez. Mais il y a quand même des choses à dire sur le D520, pas que du positif. Ouais, on va rentrer un petit peu dans le détail. C'est un format où j'ai plus de temps, où je peux dire plus de choses. Une de mes premières maquettes. Ah, mais c'est un bel avion. Esthétiquement, il est super. Oh, Stéphane, 30 mois. Ah, l'ancien micro. Ouais, mais c'était une autre époque aussi. Hein, c'était il y a longtemps. Je me rends compte, il y a 10 ans. 10 ans sur YouTube, c'est presque... 10 ans sur YouTube, c'est une vie, presque. Tu vois? Pour un YouTuber, 10 ans, c'est une vie. Hein? Il y a des gens qui ont eu le temps de naître et de disparaître sur YouTube, entre-temps. Voilà. Sur la artwork, c'est pas grave. C'est pas grave. Un seul avec un stream avec l'ancien micro, mais t'es malade, toi. Ça marche pas comme ça. Hein? 4 minutes tes envolées lyriques. Ouais, je sais pas si c'est un bon point, ça. Donc ouais, le D520 est un avion français de début de guerre. Hein, le D520, c'est un avion qui va arriver vraiment dans les derniers mois, donc les derniers mois de la France. Hein, donc on parle de mai, juin 40. Un avion prometteur, sans aucun doute, mais qui va jamais avoir le temps, à cause de la fin de la guerre, de montrer son potentiel d'évolution. Néanmoins, malgré le fait que la France a été battue très rapidement, l'avion est bon. Et l'avion va rester en service quasiment jusqu'en 1953. On va le retrouver un peu chez tout le monde, et y compris en France, jusqu'en 1953. Donc c'est vrai que c'est un parcours assez unique pour un avion. La France était battue en 40, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'avions français de 1940 qui ont survécu. Le D520 est un avion qui a survécu, qui a été utilisé au combat jusqu'en 45. On a du mal à imaginer que le D520, on fait encore la guerre avec des D520 en 45. On engrange des victoires aériennes dans certains coins. Et on va parler un petit peu de tout ça. On avait de beaux avions en France avant la guerre. Oh, et pas que, il y avait quand même des avions bien dégueulasses, hein. Va voir un peu les Amio 143 et tout. Je suis désolé, mais je suis pas un fan non plus du Morane Saulnier 406, hein. Il y avait pas que des beaux avions, hein. Il y avait aussi des beaux tas de merde, hein. Il y avait le meilleur et le pire, hein. Ils les ont produits où, du coup? Bah, figure-toi qu'ils Vichy les a produits pendant jusqu'en 43. 43, novembre 42. Vichy avait ses propres chaînes de montage. Vichy a été le plus gros utilisateur du D520, on l'oublie. Donc en tout cas, il faut qu'on reparle un petit peu de tout ça. Donc c'est un avion très proche, qu'on associe souvent à Mai 40. Peut-être qu'on l'enjolive un petit peu trop, le D520. Peut-être. Moi, je trouve qu'on l'enjolive un petit peu trop, le D520. Toulouse, absolument. J'ai des photos des usines de Vichy à Toulouse, ouais. Non, attendez, on verra plus tard. On verra plus tard, mais j'ai les usines. Donc ouais, c'est peut-être un avion, via notre biais français, qu'on enjolive un petit peu trop. On va le remettre un petit peu dans son contexte, de ce qu'il est. Et il est aussi le résultat de pas mal de ce que j'appellerais les maladies françaises de l'époque. Pour le meilleur comme pour le pire. Ouais. Il servira dans la France libre. Absolument. On va le retrouver dans la France libre. Il va servir partout. Chez tout le monde. C'est un avion qui a fait tous les camps. Sauf chez les Russes. Mais voilà. Donc en tout cas, on est dans cette époque. Entre autres. Voilà le Morane Saulnier 406.
qui lui... donc comprenez que cet avion, le Morane Saulnier 406, qui a vocation, lorsqu'il va voler en 35, va être introduit en 38, a vocation à devenir la colonne vertébrale de l'armée de l'air française. C'est un avion... je crois pas qu'on... Si, il me semble qu'on l'a traité, le Morane Saulnier... On a fait un Warbird sur le Morane Saulnier 406. Je demande à mon chat parce qu'ils ont une meilleure mémoire que moi. Hein, mais je sais pas trop si le Morane Saulnier 406 on l'a fait. Donc en tout cas, c'est un avion... il n'est pas contemporain du D520. Le D520 va avoir vocation à remplacer le Morane Saulnier 406, qui a des performances plus que moyennes. On est dans une époque assez incroyable où la technologie évolue à une vitesse assez dingue. Donc le Morane Saulnier 406, c'est contemporain, c'est quoi? C'est le BF-109, c'est le Spitfire. On oublie que le Morane Saulnier 406 va être un peu un échec en termes de performance pure par rapport à ce qui se fait chez les Allemands, chez les Anglais. On va vite s'en rendre compte en France que le Morane Saulnier 406 a des problèmes. Pourtant, on va le voir qu'il est sur beaucoup d'aspects assez similaire au D520 en termes de poids. On a du mal à imaginer que le Morane Saulnier 406 il est presque 400 kg de moins qu'un BF-109 ou qu'un Spitfire. Pourtant, le Morane Saulnier 406 a des performances assez moyennes, même si c'est un avion qui verra le feu en mai 40 très tôt dans l'état-major. Avant même qu'il rentre en service, en 37. En 37, on a conscience que l'avion, en termes de perf, est un peu à la ramasse et qu'il va falloir peut-être le remplacer très rapidement par autre chose. Le Morane est plus proche du Hurricane, ouais. Mais, comme je dis, c'est un avion qui va faire le coup de feu en mai 40, qui aura aussi ses succès. Le problème, c'est que on compare tout au Spitfire et au BF-109, qui sont un peu quand même les deux meilleurs avions de leur génération. Et c'est vrai que les Français vont se rendre compte que le MS-406 est peut-être un peu à la ramasse, surtout que le MS-406 c'est de la génération du BF-109 et du Spitfire. C'est des avions qui volent quasiment en même temps, qui vont rentrer en service en même temps. Donc les Français, ils sont pas plus cons que les autres, et ils voient qu'il faut lancer un programme d'urgence, qui est le programme CERN, pour entre autres amener un nouvel avion. Vous vous en doutez, le Caudron 714, le VG-33 et le D520 sont issus de ce programme d'armement. Vraiment amener un avion de haute performance, malgré peut-être certains soucis industriels français autour de la production de moteurs en ligne très performants. Donc en tout cas, donc voilà, Émile de Voitine, je sais pas si on le prononce comme ça, je pense que oui. Regardez avec Galpin les petites moustaches, toi qui aimes ça là. C'est pas mal, hein? Donc ouais, Émile de Voitine qui a sa propre boîte. Donc les constructions aéronautiques de Émile de Voitine, voilà, il a sa propre boîte. Alors, c'est la maladie française de l'époque. À l'époque, les Français, la France, est un bordel, un colossal bordel industriel, politique, technocratique. On est en plein réarmement, il y a de l'argent. Et on veut tout et n'importe quoi, on lance des programmes à gogo, ça discute énormément, on nationalise. Hein. Donc dites-vous que là, la boîte de Voitine, en 37, elle va être nationalisée, intégrée dans la SNCAM, donc Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Midi. C'est un peu un énorme bordel, et c'est vrai que ça aide pas au développement d'avions d'avoir un tel bordel. En tout cas, on va avoir en fin 38 le premier modèle de notre chasseur, donc de Voitine qui garde un peu de son contrôle, mine de rien, dans toute cette... dans SNCAM, là, il garde un peu les mains dans le cambouis, vu qu'il fait partie du truc. Il va être capable de continuer à développer son avion. Et en octobre 38, on va avoir le premier prototype qui va voler. Donc il vole sur un moteur dont on a déjà très très souvent parlé, le Hispano-Suiza 12Y, qui est un bon moteur en ligne que les Russes développeront une partie de leurs avions avec ce moteur construit sous licence. Mais en France, l'Hispano 12Y, c'est le moteur. Donc c'est le même moteur que le Morane Saulnier 406 à la base. Vous voyez le truc? Ils veulent un avion plus rapide, mais ils mettent le même moteur. Va donc falloir gagner. Dites-vous que ça fait le même poids. Le D520 fait le même poids qu'un Morane Saulnier MS406.
ça fait 400 kg de moins qu'un BF-109 ou un Spitfire. On a du mal à imaginer. Donc comment vous gagnez de la vitesse? Parce que le but est d'atteindre 500 km/h. C'est vraiment les états-majors sont obsédés par les 500 km/h. On veut un avion qui va plus vite. Attendez, je vais mettre mon chat sur l'écran. Hop. Rien n'est prêt forcément. Hein. Oh, j'ai tellement de photos, au secours. Putain. Voilà. Et donc ouais, on a notre avion qui vole, même poids qu'un Morane Saulnier 406, et ils vont soigner l'aérodynamisme. Je veux dire, c'est un superbe avion. Il est petit, il est léger, comme je dis, il est plus léger qu'un Spitfire et un BF-109, donc on peut se demander mais pourquoi il va pas plus vite? Alors les Français ont un problème avec le Hispano 12Y, c'est la puissance du moteur. Le Morane Saulnier 406 est sous-motorisé, le D520 est aussi sous-motorisé, et même s'ils font 400 kg de moins, en termes de perf pure, de vitesse, ils ne sont pas capables d'atteindre les vitesses d'un Spitfire ou d'un BF-109 à cause de la sous-motorisation, la puissance de l'Hispano 12Y. Il pouvait monter à combien d'altitude? Alors il me semble que sur les dernières versions de l'Hispano 12Y qu'ils vont mettre dedans, il y a un compresseur. Donc il pouvait monter assez haut, je pense. À voir. Peut-être que j'ai des bêtises. Mais il me semble qu'il a... ça doit être le premier chasseur français équipé d'un compresseur. Donc ouais, c'est un très très bel avion. Ils ont soigné l'aérodynamisme au maximum pour avoir de la perf. Ils vont trouver des problèmes dans les premiers vols. Hein. Donc on est en 38, hein. On est en octobre 38. Dites-vous que dans moins d'un an, c'est la guerre. Hein. Septembre 39, ça vole. Et ils vont trouver des problèmes. Déjà, cette version de l'Hispano 12Y surchauffe. Ils arrivent même pas à 500 km/h. Ils vont trouver des problèmes. Mais c'est normal de trouver des problèmes sur un prototype. Ils vont remotoriser avec une autre version de l'Hispano 12Y qui est plus fiable et plus puissante. Et ils vont continuer à faire des prototypes avec les améliorations. Donc c'est un avion qui vole plutôt bien, le D520. Ils vont jamais avoir de problème majeur pendant le programme. Et ils vont continuer à faire des prototypes. Ils vont être capables d'atteindre en 39, en début 39, les 500 km/h. Et ça va plaire à l'état-major, puisque en avril 39, donc matez-moi un peu c'est un bel avion, hein, je suis désolé, mais on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un très très joli avion, le D520. Et il compense sans aucun doute peut-être la faiblesse de son moteur. Par vraiment un aérodynamisme léché. Il tourne très bien, c'est un redoutable avion de combat tournoyant. Plus tard, il sera armé d'un canon de 20 axial et de deux mitrailleuses de 7.5, ce qui est un armement excellent. Les Allemands resteront sur ce type d'armement. Les BF-109E ont un armement similaire, canon de 20, deux MG17 de 7.92. On retrouve un peu la politique, c'est plus une politique allemande d'armement, avec un canon axial. À contrario, les Anglais, eux, surchargent de mitrailleuses, de petites mitrailleuses, comme le Hurricane et le Spitfire, qui n'est pas forcément le meilleur des choix. Donc un canon de 20 mm, vous le respectez. Vous le respectez en 45, vous le respectez en 40. Un canon de 20, voilà. Et en tout cas, en avril 39, en vue des performances de l'avion, l'état-major français va commander 200 avions. 200 avions. Quelques mois plus tard, ils vont en commander 600 de plus. Donc on va vraiment avoir on va lancer les chaînes de montage, sauf qu'à l'époque, les Français ont les yeux plus gros que le ventre, comme toujours. On se rend pas compte de la complexité, il suffit pas de claquer du doigt et d'amener l'argent. Va falloir construire des chaînes de montage, va falloir... ça prend du temps. Ça prend peut-être même ça prend des années. Entre le moment où vous passez le contrat, vous signez en bas à droite, et que vous allez avoir des escadrilles opérationnelles, il peut s'écouler plusieurs années. Ne serait-ce que le temps de produire un avion qui va être viable et apte au combat, le distribuer à des unités, créer des unités, l'écolage des pilotes, la formation de toute la logistique de A jusqu'à Z, que ce soit le personnel au sol jusqu'au stock de pièces détachées, c'est extrêmement compliqué. Le problème, c'est qu'on est déjà au printemps 39, il n'y a pas d'avion. On signe le contrat, tout simplement. Et il va falloir attendre novembre 39. La guerre est commencée. Hein. Novembre 39 pour avoir les premiers appareils de série qui sortent défectueux.
On va les tester, ils ne conviennent pas, va falloir encore changer. Et c'est que fin janvier, février 40, qu'on va amener les premiers avions à l'armée de l'air. Vous vous rendez compte, février 40, on amène les premiers D520 opérationnels. Ça va prendre... et c'est normal. Je veux dire, c'est normal. Ça va prendre du temps de... Tout ça, de... C'est normal. C'est un processus normal pour un avion. Et le fait que ce soit la guerre ne crée pas par magie des chaînes de montage avec des avions viables. C'est presque de la pré-série à ce niveau-là. C'est même pas des avions de série, c'est de la pré-série. Mais les Français sont pressés. Très, très, très pressés. On va immédiatement aussi créer les premières escadrilles. Et après, c'est un avion qui est... comme je dis, c'est un avion avec un très bon armement. Certes, il n'est pas aussi... en termes de vitesse pure, pas aussi rapide qu'un BF-109. Mais il a un armement similaire. Il est presque meilleur en combat tournoyant. C'est un avion aussi qui, même s'il n'est pas sur les standards allemands de fabrication, en termes de temps, reste un avion qui est facile à entretenir, plutôt facile à fabriquer. L'Hispano 12Y, certes, en termes de puissance, manque de puissance par rapport au DB600 allemand et au Merlin anglais, mais il est aussi plus facile à produire en grande quantité, il est plus simple. Et c'est vrai que, c'est un avion... Est-ce que c'est un bon avion? Oui. Exceptionnel, absolument pas. Mais c'est un avion extrêmement décent, vu la vitesse à laquelle ils l'ont mis en service. Ils l'ont mis en service trop vite. Mais il y avait... c'est la guerre. Qu'est-ce que je vous dise? Il était en bois aussi. Avion tout métal. Le D520 est un avion très moderne, qui est très proche des Spitfire et BF-109. Tout métal. Très très bel avion. Le Hispano en fin de guerre était meilleur que ses concurrents, non? Non mais l'Hispano, il est totalement obsolète, mec. Il est déjà obsolète en 39. En termes de puissance, il est obsolète, l'Hispano 12Y. Les Russes, eux, vont bien l'utiliser et vont être capables de développer... Mais ils vont eux-mêmes retravailler le moteur. Mais l'Hispano 12Y, en termes de puissance, le D520 est un avion sous-motorisé, malheureusement. Et ses autres qualités ne compensent pas ce problème majeur. Donc ouais, on va avoir les premières escadrilles qui vont être formées, le GC-13. Donc ouais, c'est un bel avion, je suis désolé. Mais c'est un petit avion. 2 tonnes 6. 2 tonnes 6 en pleine charge. Déjà que le BF-109 est un petit avion. Le BF-109 est un petit avion. Il fait 400 kg de moins qu'un BF-109. Ils ont vraiment gratté du poids partout. Et c'est un petit avion, mais extrêmement véloce. Très bon en combat tournoyant. Il est beau. C'est un très très bel avion. Il a aussi un joli cockpit et ça, très, très aérodynamique. Ouais, il lui manque peut-être un moteur avec un peu plus de cul, quoi. Donc en tout cas, et là, on va rentrer dans la maladie française d'avril, mai, juin 40. Tout va trop vite. C'est bien beau d'avoir un bon avion sur le papier, mais en 6 mois, vous ne pouvez pas avoir des escadrilles pleinement opérationnelles. Et on se retrouve... je sais même pas ce que c'est qu'un chasseur à rétention d'énergie. Il garde l'énergie? Comment ça marche? Faut me parler en français, hein. On vulgarise ici, hein, voilà. Donc ouais, rien n'est prêt. Il pouvait porter les bombes. Non, c'est pas fait pour... c'est pas un chasseur. Il était facile à piloter, oui. Il était... En tout cas, il se laissait piloter, puisqu'on va le garder en écolage jusqu'en 53, les Bulgares jusqu'en 47. Voilà. Klosterman a piloté cet avion? Je pense que non. Klosterman a commencé direct en OTU, en Gloster Gladiator et en Spitfire. Puis après, Tempest. Donc ouais, le problème de la France en avril, mai, juin, c'est toujours la même chose. C'est que les Français n'ont pas le temps d'amener cet avion en ligne. Cet avion, il n'a pas le temps d'être pleinement opérationnel, de donner la mesure de Quel est le meilleur avion français? Je pense le D520, hein, sans aucun doute. Hein. Donc ouais, c'est le problème de tous les avions français de cette époque. Qu'importe les qualités, tout va trop vite. Et ça lance les chaînes de montage. Ça lance les chaînes de montage au moment où la France a perdu. On sort le plus de D520 en juin 40, mais c'est déjà bien trop tard. Donc on va avoir une poignée d'escadrilles qui vont être équipées. Et c'est un avion qui est unanimement apprécié par ses pilotes.
Il y a de la performance, c'est un avion qui va aussi abattre de l'avion. On va avoir des combats aériens en mai et juin 40. C'est un avion à succès, malgré les conditions assez terribles d'engagement au niveau logistique, au niveau tout. Malheureusement, les Français n'ont pas... il leur manque un an aux Français. Je le dis toujours, hein. C'est toujours la même litanie que je répète, hein. Mais il manque du temps aux Français. Il leur manque un an de guerre. Il leur manque il leur manque la profondeur stratégique de l'Union soviétique pour pouvoir se remettre. Et sans aucun doute que le D520 aurait été l'avion, le BF-109 ou le Spitfire français, malgré peut-être ses problèmes de sous-motorisation. Donc vous verrez des très très belles photos du printemps 40, c'est un avion de combat. Il a battu combien d'avions? On va pas rentrer dans les chiffres, mais je crois qu'on est sur du 1 pour 3, je crois, 150 avions abattus, mais il y avait tellement d'avions allemands de toute façon que pour 50 avions perdus, quelque chose comme ça, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, ce genre de chiffres. Comme je dis, on a peut-être aussi un peu enjolivé certaines choses, mais c'était un bon avion. Sûrement le meilleur avion français, le meilleur avion de chasse français, opérationnel, en mai-juin 40, et malgré tous les problèmes logistiques. Malgré le fait qu'il n'y avait pas le personnel au sol formé, il n'y avait pas les stocks de pièces détachées, même les pilotes eux-mêmes n'avaient pas forcément eu le temps d'être prêts et opérationnels. Donc ouais, compliqué. Donc vous avez pas mal d'épaves aussi, abattues le 15 juin 40. Donc vous avez les... ouais. Toujours triste de voir des avions français abattus, mais c'est comme ça, hein. Hop là. La débrouille à la française, ouais, c'est beaucoup de systèmes D, c'est beaucoup de systèmes D merde, malheureusement. Et c'est le cas pour beaucoup d'avions français de cette génération-là. Les Caudron 714, les VG-33, il y avait beaucoup d'avions prometteurs, mais beaucoup arrivent, et même chose avec les tanks aussi, beaucoup de ces équipements arrivent trop rapidement, et la logistique n'est pas prête à les déployer. On les a, comme on dit, on les a rushés en service, alors qu'il aurait fallu plus de temps. Voilà, plus de temps. Et... voilà. Alors, il y a eu des projets intéressants. Les Français avaient conscience que leur avion était sous-motorisé. Donc, avant que la guerre commence, dès 1938, ça a discuté pour mettre des DB601 dedans. La guerre a mis fin aux négociations, mais ça a discuté avec les Allemands pour construire des DB601 sous licence en France. Et on a fait la même chose avec les Anglais. Il y a eu des projets très avancés en 1939 pour construire directement à Bordeaux des Rolls-Royce Merlin, des Merlins français, pour mettre entre autres dans le D520. Des Merlins français. Ça aurait fait le D530 et on aurait eu peut-être... moi je le dis, hein, mais le Merlin est le meilleur moteur de sa génération. Le Merlin. Partout où vous le mettez, il sublime l'avion. Vous le mettez dans des Mosquito, on a le meilleur bimoteur de la guerre. Vous le mettez dans des Lancaster, on a un des bombardiers avec la plus grosse charge utile de la guerre. Vous le mettez dans le Spitfire, n'en parlons même pas. Vous le mettez dans le Mustang, vous vous retrouvez avec le P51D. Et oui, les Américains vont acheter le moteur Merlin, vont faire le Packard Merlin, et le P51D Mustang, c'est du moteur anglais dedans, mais construit aux États-Unis par Packard. Les Français avaient des plans pour acheter du moteur Merlin, pour les mettre dans le D520. Alors moi je pose la question, j'aime pas faire trop du si, mais est-ce que c'est pas ce qui manque au D520 pour être un avion exceptionnel, à la hauteur, sans problème, d'un BF-109 ou d'un Spitfire, hein? On peut poser la question. Les Français ont acheté des moteurs Merlin, en grande quantité. En juin 40, quand la guerre s'arrête, en tout cas quand la France est battue, on a acheté près de 150 moteurs Merlin. Ils seront jamais mis dans des avions. Il y a des rumeurs qu'il y a eu un D520 à moteur Merlin, mais j'ai trouvé aucune photo de quoi que ce soit. Donc, pas de photo, pas de preuves. Peut-être que c'est une de ces légendes urbaines, comme il y en a un sacré paquet sur les derniers mois, là, sur mai-juin 40. Mais en tout cas, il y avait des plans pour mettre un moteur Merlin, un Merlin dans le D520.
Et ça aurait été, je pense, potentiellement, peut-être un avion exceptionnel. Allez savoir. Voilà. Hein. On aurait pas... notre canon de vin. Bah écoute, on aurait mis autre chose. On aurait trouvé d'autres solutions. Voilà, hein. Donc ouais, très intéressant de voir que les Français avaient conscience de la faiblesse de l'Hispano 12Y en termes de puissance. Et un moteur Merlin, ou même un DB600, mais bon, avec les Allemands en ennemi, pas possible, ça aurait peut-être été assez incroyable en termes de performance. Moi, je pense que c'est ce qui manquait à un D520 pour monter pleinement ses qualités. Un moteur Merlin dedans. On le saura jamais, malheureusement. En tout cas, c'est pas mauvais non plus. Ouais, mais le moteur Merlin, il est fait aussi pour voler haut. Et ça, les Hispano-Suisards russes sont des moteurs de basse altitude. C'est des moteurs qui sont bons sous 5000 mètres. La guerre en Russie est une guerre sous 5000 mètres. A contrario, le moteur Merlin aurait donné des capacités au D520 que les avions russes n'auraient jamais eu. En termes de perf, tout simplement. Voilà. Donc en tout cas, on a eu aussi des versions à haute vitesse. On a eu le D550 qui a jamais abouti, mais qui était des tentatives de D520 encore améliorées pour la haute vitesse. Donc, on a quelques jolies photos des D550. Matez-moi ça. C'est beau quand même, hein. C'est français, hein. C'est français, mais le problème, c'est la fin de la guerre va annuler beaucoup de ces tentatives, que ce soit de mettre des moteurs Merlin, que ce soit de l'avion, le développement de l'avion va s'arrêter un peu brutalement. Même s'il y aura des tentatives plus tard pour améliorer l'avion, ça n'aboutira pas parce que l'avion ne suivra pas le rythme technologique de la guerre. Et c'est vrai qu'en 44-45, quand vous voyez ce qui se fait, ce qui vole dans le ciel européen, le pauvre Dévoitine, il est terriblement obsolète, quoi. Voilà. Le Merlin rentre dans le D520. Tu le fais rentrer! Tu le fais rentrer à coups de marteau! Tu tapes dessus jusqu'à ce que ça rentre! Y a pas de problème, y a que des solutions. Bien sûr que ça rentre. Quand tu vois la gueule d'un TA-152, tu fais rentrer n'importe quoi dans n'importe qui. Prenez pas ça hors contexte. Hein. Donc ouais, en août 40, lorsque la guerre s'arrête, on a des chaînes de montage dans le sud de la France. On a un paquet d'avions qui sont encore en train d'être arrivés en ligne. Rappelez-vous qu'on n'a jamais fait autant de D520 qu'en juin. Et on a un paquet d'avions qui sont là. Et Vichy va en profiter pour récupérer tout ça. On l'oublie, mais Vichy, ça va être le plus gros utilisateur du D520. Ils vont en opérer plusieurs centaines. Ils vont relancer les chaînes de montage. Attendez, là quelqu'un m'avait dit... ça c'est... Ah ouais, c'est ça, Toulouse. Toulouse-Saint-Martin. Regardez les chaînes de montage sous Vichy. Les chaînes de montage des D520. Ils vont en produire des quantités assez dingues. Au total, on sera à 900 à la fin de la guerre. Donc ils vont juste continuer ce que faisait la France au moment de la chute en juin 40. On continue de faire tourner les avions et on fait des nouveaux avions. Et on va avoir Vichy qui va juste continuer ce qu'a fait la France avec le D520. Sous l'œil averti des Allemands, tout de même, hein, ça va négocier ferme pour que Vichy ait le droit d'avoir, entre autres, ses escadrilles et tout ça. Mais très vite, on va avoir des escadrilles de Vichy aux quatre coins de l'Afrique du Nord, le Liban, partout où il y a une présence de Vichy, on va avoir des escadrilles dont certaines vont servir jusqu'en novembre 42. C'est ce qui est assez dingue. Hein. On a, en novembre 42, en Afrique du Nord, on va avoir des combats entre des D520 vigistes et des F4F et des martlettes anglais. De la Royal Navy. Hop là. Là, on reconnaît les couleurs vichistes. Très très belles couleurs d'ailleurs, le jaune. Donc là, les bandes que vous voyez, c'est du jaune et du rouge. Comme je dis, c'est un bel avion. Alors le problème, c'est que le développement va s'arrêter de l'avion. Donc là où on rêvait de mettre des moteurs Merlin et tout ça dedans, peut-être qu'on aurait pu suivre le développement des Alliés ou des Allemands. Et c'est vrai que ça va trop vite pour le D520, le développement technologique à l'époque. En 44, on a des P51 des Mustang, on a des Focke-Wulf 190 D9, on a des Spitfire Mark 17, 18. Le D520 est obsolète, très très vite.
des 41, 42. En face, vous allez avoir du BF-109F. Enfin, c'est... Mais, rappelez-vous que obsolète ne veut pas dire inefficace ou inutile. Ça, un canon de vin, ça. Un canon de vin, ça se respecte. Tout le temps. Tout le temps. Voilà. Ils auraient pas pu demander un DB601, voire même 605 pour faire des tests comme sur le maquis. Ça aurait été incroyable. De mettre un DB605 dans le D520. J'ose même pas imaginer. Donc ouais, matez-moi les escadrilles de Vichy en D520. Donc c'est le D520 est la colonne vertébrale de l'aviation de Vichy, plus gros utilisateur. Et on a plein de pilotes français qui vont se finir dans la France libre, dans Normandie, Yémen, qui vont faire leurs premières armes, ou même remporter des victoires en D520. Comme dit, c'est un avion qui va remporter ses victoires. Et on a des très très belles photos. Ça c'est pris au Liban, à Rayak. Hop là. Mai 41. Ah, c'est joli, hein. Hop là, là pareil. Classe, hein. Mais c'est un bel avion, hein. C'est un très très bel avion, hein. Mais bien sûr que les Allemands ont bloqué le développement du D520. Ils voulaient surtout pas que ça évolue trop. Et ils avaient tout à fait raison. Vichy, ils ont toujours gardé un œil sur Vichy pour pas que Vichy devienne... remonte un peu trop en puissance. Donc bien sûr que les Allemands ont mis le frein et le holà au développement technologique de l'avion. Hop. Regardez ça. Magnifique les couleurs. Ça c'est pris GC3. C'est pris sûrement dans un transfert à Athènes en mai 41. Hop là. Bel avion, hein. Très très bel avion. Donc ouais, on aurait pu se dire que ça aurait été la fin pour le D520, comme beaucoup de modèles d'avions. Mais l'avion est bon. Il y a des chaînes de montage qui sont du côté de chez Vichy. Donc on en profite pour relancer les chaînes. Et l'avion va se trouver une belle carrière sous Vichy. Donc on va le retrouver au Liban. Donc le Liban sera envahi en 41. Hop là, par les Anglais. Donc ouais, moi je le trouve magnifique, hein. J'ai un faible pour le D520. Même si forcément, en 41, 42, est-ce qu'il est obsolète sur certains théâtres? Oui. Mais sur d'autres, ça le fait encore. Sans aucun doute. Voilà, là on retrouve les couleurs. Magnifique. Donc ouais... Ouais, le Hispano 12Y, malheureusement. L'entraînement des pilotes limité, bah oui, mais 4 heures de vol par mois, mais bien sûr. Mais l'armée de l'air de Vichy, malheureusement, en 42, fin 42, c'est obsolète. C'est obsolète, mais il y a des pilotes... Donc ça, c'est de la France libre. Hein. Ça, c'est de la France libre. Pris en... Nous-mêmes... Donc, alors, peut-être que certains, il leur manque un peu des bases d'histoire, mais Vichy va disparaître assez brutalement fin novembre 42, lorsque les Alliés vont envahir, entre autres les Américains, l'Afrique du Nord, et les Allemands, pour éviter un débarquement allié dans le sud de la France, vont lancer l'opération Attila, et vont totalement s'emparer de la zone libre. Peut-être aussi mettre la main sur la flotte française à Toulon qui va s'aborder. En tout cas, on a énormément de D520. Donc on aura quelques combats, le champ du cygne, mais on a des D520 vichistes qui vont se battre contre du Martlet anglais. Assez dingue. Comme je vous dis, c'est un redoutable tournoyant, avion tournoyant, et le 21, le canon de 20 mm, vous devez le respecter. Qu'importe que l'avion soit un peu obsolète en termes de puissance, s'il vous amène à basse altitude, avec un canon de 20, il peut vous manger. Donc ouais, malgré son obsolescence, ça reste un petit avion très dangereux. Surtout avec un bon pilote. Donc Vichy va disparaître, et on a pas mal de pilotes français, d'escadrilles entières, qui vont se retrouver à basculer du côté allié. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des D520 qui vont être utilisés par la France libre en théâtre d'opération secondaire. Il n'y a pas des Spitfire pour tout le monde. Et vous allez retrouver des D520 sous couleur de la France libre qui vont voler encore en Afrique du Nord,
début 44, donc sur des théâtres vraiment secondaires, tout le monde va utiliser le D520. Tout le monde. Lorsque les Allemands vont envahir le sud de la France, ils vont mettre la main sur des centaines de D520. Entre 300 et 400. On n'est même pas sûr du chiffre. C'est énorme. Entre 300 et 400 avions. Et les Allemands vont se partager le gâteau. Un peu avec tout le monde. Donc déjà, alors vous pouvez vous en douter, pour les Allemands, on est début 43, on a des BF-109G qui arrivent. Bon, vous n'allez pas l'utiliser dans des escadrilles opérationnelles, d'accord? Ça semble logique. Par contre, c'est un bon petit avion qui se laisse piloter. Et les Allemands ont des escadrilles d'écolage, entre autres les Jagdgeschwader 101 jusqu'à 106. Et on a... les Allemands vont faire quoi? Vu qu'ils ont en plus ils ont les chaînes de montage, ils ont des stocks de pièces détachées. Alors, ils ne feront plus d'avions neufs, mais ils vont centraliser tous les avions. Ils vont en garder pour eux pour leur écolage. Donc, on va avoir des avions sous couleur allemande pour former des pilotes allemands afin de prendre en main des avions avant de basculer sur du Focke 190, du BF-109G. Vous allez d'abord faire un peu de training sur du D520 capturé pendant... donc vous verrez pas mal de photos de D520 sous couleur allemande de la Luftwaffe, tout simplement. Et ça fait drôle, hein? Vous avez vu le nombre de couleurs qu'on a vu depuis le début? Entre les Français, Vichy, les Allemands, c'est pas fini, hein? On va continuer, hein? Alpolgan! Les Roumains vont les utiliser. C'est une légende urbaine qui a jamais été prouvée. On n'a jamais eu de photos de D520 sous couleur roumaine. Donc c'est peut-être un petit peu un mythe. Par contre, c'est les Bulgares qui vont en recevoir beaucoup. Donc ouais, on a des belles photos avec... Super, hein. Ça vaut le coup d'être ton vassal, tu me laisses trouver à la première occasion. Oh, espèce de petite pédale, va. Tu m'aides absolument pas et c'est ma faute. Je vais avoir des problèmes avec cette alerte. Vous noterez qu'il y a encore les vieilles couleurs de Vichy. Regardez, sur l'avion. Là, on est sûrement... on voit les vieilles couleurs de Vichy. Ils n'ont pas encore eu le temps de remettre un coup de peinture, les Allemands. Mais bon, pratique, hein. Vous chopez 200 ou 300 avions, des bons avions. En pas 12 33 mois. Merci, mec. Mais les Allemands, pensaient quoi du D520? Les Allemands, ils veulent des avions. C'est un avion qui se laisse piloter, facile à entretenir. Donc les Allemands, ils sont contents. Ça évite de devoir mettre un BF-109 à l'écolage, par exemple. Donc, c'est pratique. Hop. Ça, c'est sûrement pris à l'hiver. À l'hiver, je pense. Hiver 42. Regardez. Il est beau, hein. Beau, hein. Et la France libre, ils vont aussi récupérer des avions. Donc en plus, ils vont en récupérer au Liban. Au Liban, donc en 41. Et après, fin 42. Et vous verrez parfois les premiers marquages de la France libre qu'on a un peu oubliés avec les croix de Lorraine directement avec les rondaches françaises. Donc vous avez hop là. Ils les garderont pas longtemps. Après on passera sur une cocarde normale. Mais vous avez eu un temps pour vraiment éviter de se faire abattre. Parce que le D520 était considéré comme un avion Vichy. Donc vous voyez un D520, dans le doute vous l'abattez. Donc vous voyez qu'il y a un supplément de cocarde pour montrer non mais on est les Français gentils. Voilà, ne nous abattez pas. Donc vous avez quelques photos des D520 en croix de Lorraine, sûrement qui sont au début de leur... on doit sûrement être encore en 42 quand Vichy existe toujours, tout simplement. Pour pas confondre avec les D520 vichistes. Voilà, donc on met un marquage totalement différent. Mais après, quand Vichy disparaîtra, on enlèvera les croix de Lorraine et on mettra juste les cocardes alliées normales. Donc avec tous leurs avions qu'ils ont les Allemands, ils vont garder une part du gâteau, ils vont garder des avions pour l'écolage, et ils vont envoyer près d'une centaine d'avions aux Bulgares. Et commence la carrière, en 43, des D520 bulgares. Les Bulgares qui hurlent et qui chialent à tout prix pour avoir des avions modernes. Donc les Allemands rechignent à leur envoyer des BF-109G. Ils vont quand même leur envoyer des BF-109. Vous imaginez, vous demandez des BF-109G et on vous envoie des D520. Ah, les Bulgares qui se sont fait un peu avoir. Donc les Bulgares vont recevoir près d'une centaine d'avions, ce qui est quand même énorme. Et les Bulgares vont équiper une grosse escadrille
de D520, parce qu'ils ont rien d'autre. Les Allemands leur donnent au compte-gouttes des BF-109G, et bah vous êtes content d'avoir des D520 quand vous avez rien d'autre. Surtout que la Bulgarie va avoir un destin particulier, puisque la Bulgarie vont faire une petite erreur diplomatique en 44, ce qui fait qu'ils vont être en guerre contre absolument tout le monde. C'est le seul pays dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui s'est retrouvé en guerre contre l'Union soviétique, contre les Allemands, contre les Alliés, un colossal bordel. Et bah dites-vous que les D520 vont servir jusqu'en 45. Les D520 vont rester en service en écolage jusqu'en 1947 en Bulgarie. Et ces avions, généralement opérés conjointement avec les Bf-109G. Et vous aviez ça en 44 qui se battait face à des B-24 Liberator. B-24 Liberator et du P-38 Lightning. C'était un redoutable adversaire pour le Lightning. S'il parvenait à amener le Lightning dans un combat tournoyant, comme je vous dis, au moins d'un bon pilote, c'était un avion assez dangereux, le D520. Même si obsolète en termes de performance moteur pure. Donc ouais, on a pas mal de photos des Bulgares. Hop là. Et malgré le fait qu'après, ils vont basculer dans le camp des Soviétiques, bah, ils vont retourner les D520 contre les Allemands. Et ça va aller abattre de l'avion allemand. C'est dingue. Vous vous rendez compte un peu la carrière du D520, alors que les chaînes de montage sont arrêtées et que l'avion, techniquement, n'évolue plus avec la chute de la France. On le retrouve en Afrique, on le retrouve au Liban, on le retrouve en Bulgarie, on le retrouve à l'écolage en Allemagne. C'est la preuve que c'est un bon avion. Si c'était un tombeau volant, l'avion aurait très très vite disparu. Donc c'est un bon avion. Le 20 mm il punit vite. Le 20 mm est dangereux. Et comme c'est un très bon avion de combat tournoyant à basse altitude, s'il arrive à vous amener sur son terrain, il peut vous croquer, tout simplement. Mais cet avion n'est pas fait pour la guerre hautement technologique qui se fait en Europe de l'Ouest. Ça va pas aller escorter du B-17 à 10 mm, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est un avion qui est fait pour des petits théâtres secondaires de basse altitude. Mais il y en a. Donc preuve que l'avion est peut-être obsolète, mais il y a des gens qui vont remporter des victoires. Les pilotes, on a des as bulgares sur des 520. Ça continue de... Voilà. Ça continue de se battre. Ça c'est pris en septembre 43. Bulgarie, matez-moi les monstres. Beau joujou, hein. Et comme je dis, ils vont les garder en écolage jusqu'en 1947, les Bulgares. Ouais, c'est un bel avion. Donc les Bulgares vont vraiment les... Sans pièces détachées ni rien, hein. Ils vont les garder en service jusqu'en 1947. Ce qui est assez incroyable quand on y pense. Preuve que l'avion, avec des mécanos, alors peut-être que les Allemands leur ont donné des gros stocks aussi. Allez savoir. Que celui d'aujourd'hui, non, c'est pas les mêmes. Hein. C'est le même calibre. Mais c'est le seul point commun, quoi. Les Italiens vont recevoir près de 60 D520. Donc, comme je dis, les Allemands refourquent ça à leurs alliés, vous voyez. Allez, tenez, prenez les avions. Mais c'est un avion qui convient parfaitement aux Italiens. Les Italiens ont un style de combat très particulier. Ils aiment les avions très maniables. Ils aiment le combat tournoyant. Ils aiment aussi avoir peu de puissance de feu. Et c'est vrai qu'avoir un canon de 20 pour les Italiens, c'est un rêve. Et les Italiens vont utiliser avec extrême efficacité les D520 au combat. Donc comprenez que là où les Allemands utilisent des avions à l'écolage, les Italiens et les Bulgares, eux, vont les utiliser au combat. Donc ouais, les Italiens vont... on aura des as italiens sur D520. Voilà. C'est beau. Donc on aurait pu se dire qu'après tout ça, bon, la Bulgarie va se retourner, les Italiens vont avoir toute la série des 5 qui va arriver avec des avions supérieurs aux D520, largement supérieurs. Et bah il reste... on aurait pu se dire que la carrière va s'arrêter là. Pas du tout. Pas du tout. Vous vous rappelez qu'il reste encore des D520 qui volent en Afrique du Nord. Les Allemands ont encore les chaînes de montage, ont encore des avions en France. Et quand la France va s'effondrer en 44, on va avoir des escadrilles FFI qui vont naître, entre autres le GC1 Vendée. Et il n'y a pas de Spitfire pour ces gens-là, entre autres parce que les Alliés veulent pas trop équiper les FFI qui sont vus comme louches. Et on va
équiper des escadrilles FFI avec ce qu'on trouve, entre autres, des D520 de récupération. Ce que vous voyez là, c'est des photos prises fin 44, printemps 45, où vous avez des escadrilles FFI qui volent, entre autres, sur les poches de l'Atlantique, avec du D520, qui a été sûrement récupéré dans les fonds de caisse allemands. Non mais, vous vous rendez compte, certains de ces pauvres avions, déjà, ils ont volé, ils ont beaucoup volé, donc ils doivent avoir de l'heure de vol. Et en plus, ils ont dû changer combien de fois de cocarde. Peut-être que certains de ces avions, ils ont fait 1940. On les a repeints. Ça doit être la 3e fois ou la 4e fois qu'on les repeint. Avec des nouvelles cocardes. Les Espagnols vont en avoir. T'es sûr? J'ai rien lu sur ça. Hein. J'ai rien lu sur les Espagnols. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être. En tout cas, j'ai rien lu sur l'Espagne. Et on a des très belles photos des escadrilles FFI. Hop là. On leur a mis les bandes blanches du débarquement. Vous voyez les bandes blanches là du débarquement? Clac, 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 clac. On leur a mis les bandes blanches du débarquement pour éviter les incidents. Oh putain. Donc là, ce sont des escadrilles FFI. Eux, plus tard, seront convertis sur Spitfire vers la fin de guerre. Mais fin 44, printemps 45, on vole sur des D520. Bah ouais, il n'y a pas d'opposition en face. Donc vous n'allez pas tomber sur des BF-109K. Vous voulez pas tomber sur un BF-109K en maraude. Hein. Le 30 mm du BF-109K, c'est une abomination hein, pour n'importe quel pilote en 45. Hein. Et c'est vrai que le D520 à cette époque est totalement obsolète. Mais les Bulgares ont montré que, même en 45, le D520 peut encore remporter des victoires face à des ennemis, tactiquement sur le papier, supérieurs. Donc on a des très jolies photos. Regardez ça, il est beau, hein. Regardez ça, il est beau. Ça, pour les maquettistes, une petite coloration de ça, là. Mama. Très bel avion. Donc ça vole encore en 44-45. Toujours les mêmes versions de merde, hein. Vous comprenez que l'avion n'a plus évolué. L'avion n'a plus évolué pour des raisons X ou Y. Hein, que les Allemands n'ont pas voulu que ça évolue aussi. Mais l'avion n'a pas évolué et c'est toujours le même D520 qui vole depuis 1940. Imaginez si on lui avait mis un moteur Merlin et puis les autres moteurs Merlin derrière. Oh là là, quel avion on aurait eu. Mais déjà, c'est un avion obsolète, mais ça reste un très bel avion. Voilà. À quand la prochaine foire au livre? C'est le sujet? Il y en a une demain soir, normalement. Hop là. D'ailleurs, regardez, là, on a des D520 qui sont exposés aux Champs-Élysées au printemps 45. Printemps 45, Champs-Élysées, on expose des avions. Bah ouais, on sait plus trop quoi en faire, hein. Les avions, ils sont obsolètes, hein. Hop là. Le camo allemand avec la cocarde française, c'est beau. Bah ouais, mais dis-toi que c'est des avions de récupération. C'est des avions de récupération qui ont été récupérés aux Allemands. Donc plutôt que de remettre un coup de peinture, parce qu'on a peut-être pas de peinture, bah on change juste la cocarde, tout simplement. Voilà. Donc ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est vraiment de la récup, hein. Les FFI, c'est de la récup absolue, hein. Et n'oubliez pas qu'après-guerre, on va avoir une escadrille sur Focke-Wulf 190. On va avoir des Junker 88. On va récupérer des... On aura je crois que c'est le 503 à Mourmelon qui est sur Panthère. On va récupérer beaucoup de matos allemands. Et je vous cache pas qu'un Focke-Wulf 190, c'est mieux qu'un D520, hein. Bon, après, ils étaient détestés, hein. Donc à la fin de la guerre, on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'avoir des D520 après-guerre? Vous vous rendez compte de la quantité de Spitfire? On a des pilotes français qui savent voler sur tout. On a nos gars de Normandie-Niemen qui connaissent jusqu'au Yak 9. On a des pilotes français sur Spitfire. Pourtant, il reste encore des D520. Vous avez vu que on a encore tous les D520 de la France libre, des FFI. On a des stocks de pièces détachées. On a encore beaucoup d'avions. On va pas pouvoir avoir une flotte de guerre de D520, et puis l'avion est totalement obsolète, hein. Enfin, on est en 45, hein. On commence à taper, on arrive dans l'ère des jets. Mais l'avion vole bien. On a beaucoup de pièces détachées en cassant tous les avions. Et ben on va garder le D520 en service dans l'armée de l'air. On va même le convertir, on va avoir une version de trainee. Vous vous rendez compte, c'est pas fini. L'avion va évoluer après-guerre. On va avoir une version trainee biplace pour les collages. C'est bon.
Pourquoi ils sont exposés? Oh bah pour les montrer, attendez. Pour les montrer. Tu sais, tout le monde exposait les avions, hein. Les Anglais exposaient des V2, des V1, des avions allemands capturés. Bah là, on montre les avions, tout simplement. Donc ouais, on a gardé des D520, on les a convertis en DC, version trainee. On en a eu, je crois, presque 13 ou 14, attendez, j'ai les chiffres. 13 D520 de conversion qui vont faire de l'écolage. Mais c'est un bon avion. C'est un avion qui vole bien. La preuve, les Bulgares font la même chose. Les Bulgares, à ce moment-là, les Bulgares ont aussi des D520, les mêmes que les nôtres, en écolage. Chouette, hein? Donc on garde les avions, on les convertit, et on en fait des versions d'écolage. Surtout qu'à l'époque, la France, c'est compliqué. La France, on peut pas avoir... on n'a pas encore notre propre... on est en train de se reconstruire, après-guerre. Développer des nouveaux avions est compliqué. Donc on fait les fonds de tiroir. On fait les fonds de tiroir, et bah, le D520 tombe bien pour ne pas avoir à acheter des avions aux Anglais ou aux Américains, des avions d'entraînement. Bah, on va utiliser ce qui reste de D520. On va aussi retrouver dans tout ce qui touche, je crois, les ancêtres de la patrouille de France. Et tout ça, ça va voler jusqu'en 1953. L'armée de l'air va retirer du service les derniers D520 trainee et les D520 qui étaient de vol classique dans les ancêtres de la patrouille de France en 1953. Vous vous rendez compte? C'est quand même une carrière. Pour un avion qui n'a pas eu le temps d'évoluer, c'est un avion quand même qui a eu une carrière assez incroyable. Ça rentre en service en 39. Les premiers arrivent fin 39. C'est 14 ans de carrière. 14 ans de carrière. Pour un avion qui n'a pas eu le temps d'évoluer. C'est comme si on avait gardé le Spitfire Mark 1, 14 ans. Vous vous rendez compte? Après, on n'est pas un problème logistique. Bien sûr que c'est un problème logistique. Bien sûr que c'est un problème logistique. Surtout pour les maintenir en service. Si les Bulgares ont fait rallier leurs avions, c'est sûrement qu'ils avaient plus de pièces détachées, qu'ils avaient cannibalisé tous leurs avions, et on a dû faire la même chose. On avait la chance peut-être d'avoir un pool d'avions plus large, avec peut-être des anciennes chaînes de montage, donc on a peut-être pu continuer à approvisionner les stocks jusqu'à très tardivement, mais à un moment on pouvait plus, quoi. Ça rentre quand en service, le Fouga Magister? Le Fouga... Fouga Magister 1952. Premier vol 1952. Écoutez, ils sont peut-être passés de ça à du Fouga. C'est beau quand même. Est-ce que c'est pas un avion avec la plus longue carrière sans évolution de cette époque? Très probablement. Que c'est un avion qui a très peu évolué, donc je pense que c'est une carrière assez incroyable pour un avion qui a été bloqué dans sa jeunesse. Un avion, je pense personnellement que ça aurait pu être peut-être le BF-109 français, ou le Spitfire français. Si on lui avait laissé le temps d'évoluer, si on lui avait mis un moteur, si on lui avait mis un Merlin sous le capot, ça aurait été un avion, je pense, exceptionnel. Tout comme le Mustang, le P-51D est devenu un avion exceptionnel grâce au Merlin. Mais ça, c'est une des qualités du Merlin, de sublimer son enveloppe, en tout cas. Voilà. D'ailleurs, il y a eu des tentatives françaises. Entre autres, ça date de l'entre-deux-guerres. C'est une version particulière de l'Hispano 12Y. Je crois que c'est le 12Z. On a eu des tentatives en 47, donc on a relancé un programme de l'entre-deux-guerres qui s'était fait sous la table, pour pas que les Allemands voient. Et malheureusement, le programme n'a pas abouti. Mais ça a été une tentative après-guerre de relancer le développement du D520. Malheureusement, c'est trop tard. Quand vous avez un trou technologique de presque 7 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez pas rattraper 7 ans d'un claquement de doigts comme ça. Et c'est vrai que là, l'avion va être ferraillé en 39, mais les Français ont tenté, après-guerre, de relancer la modernisation du D520. En le remotorisant et tout ça avec des moteurs plus puissants. Voilà. La ligne Maginot, ouais, tu sais, on fait War Tank et Warbird, pas War Fortification, quoi. Donc ouais, il y avait un paquet d'évolutions qui était prévu. Même en 39-40, il y avait... tu peux avancer l'autochenie Somua, ouais. Hop, hop. 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 Voilà, c'est done. C'est fait. Et donc ouais, c'est un avion qui aurait pu évoluer.
La guerre a fait qu'on a bloqué son évolution au Mark 1. Mais allez, regardez un Spitfire. On est allé jusqu'à Mark 18 ou 19. Donc peut-être que cet avion, si la guerre avait continué, je pense, moi je le pense personnellement, aurait pu être le Spitfire ou le 109 français. Et aurait pu aller bien plus loin. En tout cas, il avait les qualités pour. Et le fait qu'il vole encore après-guerre montre que c'est un avion, en effet, qui avait des qualités certaines. Voilà. D'ailleurs, il y a encore quelques avions qui volent. Hein. Il y en a un au musée de l'air et de l'espace qui est en condition de vol. Il est beau, hein? Hop là. Matez-moi l'engin. Je crois ils ont eu un crash d'un autre dans les années 80, il me semble. Mais ils en ont un aujourd'hui au musée de l'air et de l'espace. Très très bel avion. Hein. Donc qui est aux couleurs du GC-13, hein, qui serait la première escadrille équipée de... de D520 en mai 40. Il n'est pas un collectionneur, peut-être, hein. Peut-être. En tout cas, il est au musée de l'air et l'espace. Hein. Et il est beau, hein. Matez-moi l'engin. Hop là. Donc un bel avion, hein. Un très très bel avion, hein. C'est... Moi, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien les belles lignes, vous voyez. J'aime bien les belles lignes. Et c'est vrai que je trouve l'avion absolument magnifique. Mais il faut pas oublier que c'est un avion dont toute la carrière tourne autour que la France a été battue en 40. Et que l'avion n'a jamais dépassé le Mark 1. C'est terrible. Parce que je pense que c'est un avion qui avait du potentiel. Beaucoup de potentiel. Avec des défauts de jeunesse. Mais tout ça, ça s'améliore. Hein. Et avec des si, on refait le monde. Donc ouais, pour un Mark 1, c'est un bel avion. C'est un très bel avion. Qui a été engagé dans des conditions terribles. Des conditions logistiques terribles. Et il s'est bien débrouillé pour un avion qui a été engagé dans de telles conditions. Donc peut-être que dans de meilleures conditions, avec des si encore, il n'aurait pu que mieux briller. Voilà. Et au total, ils en ont fait 900. Donc Vichy a continué à faire tourner les chaînes de montage et à produire cet avion. Voilà. Un très très beau joujou. Par contre, pourquoi on n'a pas fait évoluer de disperser leur Spitfire? Ouais, mais le problème... Le D520, les Anglais, ils n'ont pas les chaînes de montage. Et si tu fais évoluer le D520, tu lui mets un Rolls-Royce Merlin. Mais le Rolls-Royce Merlin, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Le Rolls-Royce Merlin, tu le mets dans les Spitfire, tu le mets dans le Mosquito, tu le mets dans l'Ancaster. Il n'y a pas assez... Il n'y a pas assez de moteur Merlin pour tout le monde. Et pourquoi tu ferais évoluer le D520 quand t'as le Spitfire? Le Spitfire est déjà un avion exceptionnel. En soi, pas besoin de D520 pour les Anglais. Aucun intérêt pour les Anglais de garder le D520 ou de le garder en service. Aucun intérêt. Le prochain épisode, c'est sur quoi? Bah, on va rester sur du Warbird en août. Hein. Hop. Alors, Warbird. On va aller voir. Planning. Alors, le D520 c'est fait. Ouh, j'ai un Fokker j'ai le Fokker C10 que j'aime beaucoup. Ça serait l'occasion de parler un peu de Fokker et de la Hollande. J'ai le LA7, très intéressant aussi. Le SM82, un hors-série sur Dassault Aviation. Y a de quoi faire, hein. Y a de quoi faire. Hop. Hop. C'est la première guerre, le Fokker, c'est ça? Non. Fokker, c'est la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi la Deuxième Guerre mondiale. Pour la Hollande, Fokker a fait de très très bons avions. Qui malheureusement, là encore, la tourmente de la guerre a fait disparaître tous ces avions. Mais il y a eu quelques avions prometteurs Fokker en 39-40. Voilà. Le hors-série sur Dassault peut être bien sympa. Ouais, je sais pas, moi, c'est bon, vous avez assez avec le Rafale et tout ça, non? Voilà, hein. Une transition éclair, c'est ça. Le D520 va être mis en service, va être rushé en service. Parce que, on est en train de convertir on est en train de convertir des escadrilles de MS-406 à D520. Le MS-406 est vraiment obsolète face au BF-109. Et on est en train de virer du 406, de mettre du D520. Donc on va... c'est vrai que le D520 arrive trop vite, trop tard, trop peu. C'est la maladie symptomatique. Le G1 est joli, j'adore le G1. Le G1 est absolument superbe. Il y a un côté diable à deux queues de P38 avant l'heure dans le G1. Tout le monde aime le G1, quand on le connaît. Voilà.
Ah, Émile Desvoitines a été exilé en Argentine. A été le premier à... C'est Desvoitines, ça? T'es sûr? J'aurais dit que c'est Kurt Tank. Kurt Tank, plutôt, qui a... Ou alors Kurt Tank, elle est au Chili. Oh, ils se ressemblent tous ces pays-là. Bon, je vais m'arrêter là. Ça pourrait être sympa, c'est tous les faire des pilotes qui ont marqué l'histoire. Ouais, mais des pilotes qui ont marqué l'histoire... J'ai déjà parlé des As allemands. J'ai fait un épisode sur les Experton. Mais parler d'une personne, je suis pas sûr que ce soit... Je suis pas sûr que ce soit juste... une personne de marque... Enfin, un pilote, c'est un pilote, quoi. Il pilote son avion. Est-ce que ça vaut le coup de faire des Warbirds sur une personne? Je suis pas sûr. Peut-être une fois hors série sur quelqu'un. Sur von Richthofen. Allez savoir. C'est pas un format facile. Le MS-410 a été fait en Warbird. Bonne question. Je crois. Il a été fait, le Warbird. Je crois que non, hein. Le chat, là. Ceux qui ont une meilleure mémoire que moi. Parce que je sais pas combien de... Il y en a de Warbird et de Wartank maintenant. Mais avec ma mémoire de poisson rouge, moi, je me rappelle pas. On n'a pas fait le MS-406. Ou si, peut-être qu'on l'a fait, hein. En fait, j'en ai souvent parlé du MS-406, parce que dès que je parle d'avions français, de chasseurs français de 40, vous êtes obligé de parler du MS-406. C'est ça le truc. Parce que c'est un peu la colonne vertébrale des avions de chasse français. Et c'est quand le BF-109? J'en sais rien, c'est quand? Dans 10 ans peut-être, vu la taille de mes listes. Ne demandez jamais c'est quand on parle de Warbird et de Wartank. Tellement les listes, c'est les écuries d'Ogia maintenant, d'accord? C'est pas un Karcher qu'il faut, faudrait détourner un fleuve pour les rendre viables. Ça viendra quand ça viendra. L'or de Fallout. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là, le lore de Fallout? Y a même pas de ponctuation. On sait pas si c'est une question, si c'est une exclamation. 3 petits points. On risque de mourir avant que la liste soit terminée. Ah, très probablement. Très probablement. Je le trouve pas sur YouTube le 406, donc c'est qu'on l'a pas fait. On l'a sûrement pas fait. À quand la bataille d'Angleterre? J'en sais rien. J'en sais rien. Terrible ça. Bon écoutez, on s'arrête là. Semaine prochaine, on verra ce qu'on fait, mais ce sera du Warbird. Et sinon, demain, normalement j'ai une foire aux livres. Et on continuera le run sur Norland. Jeudi, on fera une petite minute géopolitique. J'ai trouvé un petit sujet croustillant, pas politiquement correct. Ça va être chouette. Et sinon, en soirée, je continuerai le run avec le Gondor. Voilà. Bon, je m'arrête là. Passez une bonne soirée, bonne semaine. Et je vous